Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous continuons ce soir encore de parler de cancer du sein. C'est incontournable du mois d'octobre. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous en parlions déjà. Avec mes invités, nous avons abordé le dépistage, le diagnostic, les symptômes, enfin la prévention. Et bien ce soir, on parlera d'autre chose. On parlera surtout du parcours de soins du cancer, décrit souvent comme le parcours du combattant. Pourquoi? Parce que les traitements d'abord sont lourds, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Et puis d'un autre côté aussi à cause du manque de structuration du circuit du patient. Comment peut-on accompagner au mieux les personnes atteintes de cette maladie, mais aussi leurs familles souvent perdues, désemparées? Quel est le rôle des associations dans cette mission d'accompagnement? Nous ne parlerons pas que de choses négatives dans cette émission, puisque ce soir, le fil rouge de cette émission, c'est un peu l'histoire de Mélissa, une fille atteinte de cancer. Vous allez voir, elle est porteuse de messages d'espoir. Elle est la preuve que malgré le cancer, la vie continue. Je vous présente tout de suite mes invités. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Vous êtes cancéreuse. Oui. Bienvenue. Merci pour l'invitation. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Yassine Turkmen. Vous êtes vice-président de l'association Al-Badr, une association qui accompagne donc des personnes atteintes de cancer. Absolument. Bienvenue. Merci. Et j'ai également le plaisir de recevoir le professeur Bouzid Kamel. Vous êtes chef de service oncologie au CPMC, Centre Pierre et Marie Curie. Vous êtes également président de la Société d'oncologie. Bonsoir. Bonjour madame. Vous n'êtes plus à présenter, vous occupez tous les espaces, j'ai envie de dire surtout sur les réseaux et sur la presse. Alors Mélissa, je le disais à l'instant, vous êtes un peu notre témoin ce soir. Vous avez eu un cancer il y a 1 an, vous êtes en plein traitement. Merci de venir libérer la parole, hein, parce que beaucoup de gens ont du mal à parler de leur cancer. On dit même pas le cancer. Mais ce n'est pas votre cas. Non, à vrai dire, j'ai d'abord découvert mon cancer il y a 7 mois, exactement, enfin 7-8 mois, en février 2020. Et effectivement, je suis toujours sous traitement. Je suis passée déjà par l'ablation totale, la chimiothérapie et là sous radiothérapie. J'enchaînerai avec l'hormonothérapie. Et effectivement, je pense que en plus de me battre pour moi, j'ai décidé de me battre pour toutes celles qui ont ça. Vous êtes instagrammeuse? Oui, je suis plus ou moins ce qu'on peut appeler une influenceuse, je dirais. Oui. Des aides Amazon. Pourquoi des aides Amazon? Tout simplement parce que selon... On va voir justement votre compte, enfin l'adresse de votre compte passé. Amazon, tout simplement car c'est le nom qu'on donne à des guerrières qui se sont enlevées, sauté un sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc et survivre. Donc voilà. C'est une très belle image. Alors, Mélissa, vous avez eu votre cancer, enfin, elle a eu son cancer à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, vous avez 22 ans. On parle beaucoup de dépistage, professeur, à l'âge de 40 ans, mais on voit très bien que finalement, le cancer peut toucher aujourd'hui même les plus jeunes. Est-ce que c'est fréquent, finalement? Oui. Alors, ce qui est recommandé par les experts algériens en matière d'imagerie, qui concerne le dépistage qui se fait par écho et mammographie, ce qui est recommandé, c'est les femmes âgées de 40 à 69 ans, qui doivent subir une écho-mammographie tous les 2 à 3 ans environ. Sauf quand il y a des antécédents familiaux évocateurs. À ce moment-là, le dépistage se fait beaucoup plus tôt. Il se fait 5 ans après le cas index et il ne se fait pas par écho-mammographie, il se fait par imagerie, par résonance magnétique. Ou il se fait dans le cadre d'une consultation d'oncogénétique. Dans les cas comme Mélissa, où apparemment c'est un cas isolé, le dépistage ne fonctionne pas. Elle a eu ce qu'elle a eu à 21 ans, ça arrive. Et on a vu des cas aussi tôt que 13 ans, au moment de la ménarchie d'ailleurs. Ça, c'est la littérature médicale qui le veut, et le dépistage ne fonctionne pas là-dessus. Le dépistage est réservé à toutes les femmes entre 40 et 69 ans, des femmes qui n'ont aucun symptôme. Est-ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de femmes de l'âge de Mélissa qui souffrent d'un cancer? Beaucoup, mes collègues, je ne vais pas citer leur nom, mais mes collègues chirurgiens en particulier ont beaucoup travaillé sur les cancers du sein chez les femmes jeunes. À peu près un tiers des 14 000 nouveaux cas de cancer du sein surviennent en dessous de l'âge de 40 ans. D'accord. Chez des femmes jeunes. Donc je reviens au dépistage. Il faut bien faire la distinction entre le dépistage et le diagnostic précoce. Oui. Le dépistage s'adresse à des femmes qui n'ont aucun symptôme, qui sont saines. C'est la femme lambda, qui ne demande rien du tout d'ailleurs, et qui peut d'ailleurs refuser de faire le dépistage. Le diagnostic précoce s'adresse à une femme qui a un symptôme. Le symptôme le plus fréquent, c'est la boule qu'on sent dans le sein.
c'est 85% des cas à peu près. Dans les autres cas, c'est un écoulement sanguinolent au niveau du mamelon. C'est une rétraction récente du mamelon. Récente, j'insiste, parce qu'il y a des femmes dont les mamelons sont rétractés d'origine. Et ça peut être un ganglion axillaire. Oui. Ça, c'est des femmes qui ont des symptômes. Donc c'est le diagnostic précoce. Oui. Le dépistage ne s'adresse pas à ces femmes. Absolument. Il s'adresse à la population générale. Oui. En matière de dépistage en Algérie, la seule expérience de dépistage de masse organisée a eu lieu à Biskra depuis 2013. Les résultats ont été communiqués, publiés, etc. Oui. Je répète, c'est la seule expérience, c'est le seul projet pilote de dépistage. L'autre projet, qui est celui de la Caisse Sécurité Sociale, est un échec lamentable. Et je pèse mes mots quand je dis lamentable. Puisqu'il y a 5 centres qui auraient été construits, on les a vus, ils n'ont jamais fonctionné. Je vous dis où ils sont à la Goîte, dans le cadre d'un esprit totalement régionaliste. La Goîte, Gigel, Mernia, Constantine, Alger. Depuis 2010, on n'a rien vu. Nous qui sommes sur le terrain, Mélissa va raconter son histoire, on n'a pas vu la Caisse Sécurité Sociale pour laquelle nous on paie des cotisations. Oui. Le docteur Terkman, qui est la Soran El Badr, est bien placé pour en parler. On va revenir sur tout ça, professeur. Je ne sais pas si on aura le temps. Oui. Et puis en plus, il fallait inviter quelqu'un de la Sécurité Sociale pour débattre. Ils ont décliné. Dans la sérénité. Ils ont décliné. Mais j'imagine bien qu'ils déclinent. Oui. Docteur Terkman, vous êtes... voilà, vous représentez l'association El Badr. Vous êtes un pilier quand même dans la lutte anti-cancer, dans la prévention surtout. Alors, quel a été votre programme? J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour ce mois, l'Octobre Rose? Ce qu'on fait, pas uniquement ce mois, mais pratiquement, je dirais, au long cours. Oui. Nous sommes une association d'accompagnement des malades atteints de cancer. Tous les cancers confondus, bien sûr, hommes et femmes. Donc nous faisons de l'accompagnement des malades qui sont atteints de cancer. D'une part, ça c'est un axe important de l'activité de l'association. Vous avez ouvert plusieurs gîtes d'accueil, notamment des personnes qui viennent de loin. 2 à Blida et 1 à Alger. Donc c'est là qu'on a déjà des malades qui sont atteints de cancer. Mais mieux que d'accompagner les malades, il s'agit de prévenir tant que faire se peut. Absolument. Sachant que, bon, je parle sur l'autorité et le contrôle du l'hôpital Bouzid, en matière de cancer, peut-être en dehors du tabac, où on a ciblé quelque chose, c'est les cancers évitables, comme on dit. Absolument. On peut effectivement faire une action qui pourrait avoir une activité préventive en matière de santé publique, si vous voulez. Bon, les autres cancers, c'est des facteurs de risque, si vous voulez. Bon. Donc, mais dépistage aussi. Donc, dépistage, comme l'a dit le professeur Bouzid, et diagnostic précoce. Dépistage, je dirais, de masse, mais chez nous, le véritable dépistage de masse qui serait l'affaire plutôt de l'État, je dirais, au-delà d'une association et au-delà, je dirais, même de la CNAS, parce que pour que ça ait un impact sur le plan de la santé publique, il faut au moins toucher les quelques 60 à 70% de la population féminine au-delà de 40 ans. Pour que ça ait un sens sur le plan de la santé publique, sur le plan de la prévention, pour qu'on ait un résultat sur le moyen et le long terme. Mais ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est plus du dépistage, je dirais, individuel. C'est-à-dire, bon, voilà, les femmes de 40 ans et au-delà, et celles qui ont les moyens tout le long de l'année. Maintenant, elles peuvent faire une mammographie tous les 2 ans pour voir si effectivement quelque chose serait apparu d'une mammo à l'autre. Et ce qu'on fait un peu le focus au mois d'octobre rose, qui est un peu le mois de l'information, de la vulgarisation, de la sensibilisation, on essaye, enfin, à travers des conventionnements du mois pour El Badr, je parle pour El Badr, donc des conventionnements pour permettre, je dirais, un maximum de femmes de faire une mammographie en cassant un peu cet obstacle financier, parce que l'obstacle financier, il est réel aussi. Une mammo, c'est autour de 4 à 5 000 dinars. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi finalement à avoir des dépistages organisés. Non, voilà. Le dépistage de masse, déjà dans des pays autrement plus, je dirais, plus outillés en matière de ressources humaines, de ressources d'infrastructures, d'équipements. C'est pas évident de faire un dépistage tel qu'il devrait être avec une double lecture. Ça, c'est pas demain la veille qu'on pourra le faire. Et il faudra peut-être tendre vers cette solution si on veut vraiment avoir des résultats en matière de santé publique et de prévention réelle. Mais en attendant, on fait
ce qu'il faut. Le dépistage, je dirais presque individuel, je dirais pas collectif, parce que si vous voulez, c'est pas vraiment c'est comme ça. Et puis octobre permet effectivement maintenant de sensibiliser un peu plus les femmes de 40 ans. Et nous, en tout cas, à El Badr, à travers des conventionnements que nous avons avec 5 centres d'imagerie, on permet, bon an, mal an, depuis 2010, depuis qu'on fait des conventionnements, de permettre à quelques 400 à 500 femmes de faire, je dirais à l'occasion d'Octobre Rose, de faire une mammographie à 50%, je dirais, de son coût réel. Oui. Donc, disons, ça atténue un peu l'obstacle financier et ça permet à certaines femmes qui n'en ont pas les moyens de pouvoir faire une mammographie et éventuellement déceler un diagnostic. Oui, alors, le cas de Mélissa, c'est plus le diagnostic précoce. Même nous, à El Badr, on a eu une jeune fille qui avait à peine 20 ans, je crois même pas 21 ans. Une des plus jeunes pensionnaires de l'association, à Blida du moins, ça a été une jeune fille qui avait pratiquement l'âge de Mélissa. Donc ça se voit, 40 ans, c'est l'âge moyen où on fait effectivement, mais il peut se voir bien avant, à 20 ans. Oui, absolument. Je vais vous inviter à regarder un reportage justement qui a été tourné dans un centre privé, puisqu'on parlait à l'instant de cette difficulté justement de s'orienter vers les infrastructures publiques. En tout cas, ça va être un peu le thème de l'émission ce soir. Je vous invite à regarder ce reportage tourné au centre anti-cancer de Sidi Abdallah. C'est un reportage signé Nisrine Bessaidi. 73 ans, Selima est atteinte d'un cancer du pancréas. Malgré la difficulté et le poids du traitement administré, elle reste un exemple de courage et de bravoure. J'étais sportif, je nageais 2 fois par semaine, je mangeais très très sain. Et puis subitement, par manque de place dans les hôpitaux publics, Selima s'est retrouvée au centre anti-cancer de Sidi Abdallah, où elle a trouvé les soins nécessaires, une bonne prise en charge et une aide psychologique. Le personnel soignant est merveilleux. Le médecin aussi, parce que j'ai un oncologue qui me suit et un médecin pour les effets, c'est ça, le nôtre. Voilà, les 2 médecins qui me suivent quand même. Ça fait combien de temps que vous traitez ici? Depuis le mois de juillet. Tout d'abord, on commence par des séances de prise de contact et de diagnostic. C'est-à-dire, on va faire des évaluations. Est-ce que le patient souffre des traumatismes, perturbations de sommeil, des traumatismes, de l'anxiété, du stress, tout ça. Et après, on commence à faire le travail d'accompagnement. Et généralement, on reçoit aussi des patients qui souffrent de claustrophobie. Donc, parfois, la machine qui pose problème. Donc, on travaille un petit peu sur les priorités. Et après, on lance un traitement d'accompagnement et de prise en charge psychologique. Doté d'un équipement de haute technologie unique en Afrique, le CAC de Sidi Abdallah propose des techniques très modernes pour le traitement du cancer. On dispose de 2 appareils de tomothérapie. Donc c'est des appareils qui permettent de délivrer des rayons de manière précise. Et dans l'intérieur de la machine, il y a aussi un scanner. Donc le scanner il nous permet de faire une vérification. Chaque séance, on vérifie que les rayons ils vont là où on veut sans toucher beaucoup les organes qui sont à côté de la tumeur. Soit la patiente a la tumeur elle-même, qu'on va essayer de traiter, soit elle a fait une chirurgie, qu'on va essayer d'éradier le volume qui reste après la chirurgie pour éviter que le cancer revienne. On va éviter au maximum de donner des doses au poumon homolatéral, au cœur et au sein contralatéral. Ce centre propose certes une prise en charge de qualité, mais qui reste chère et qui n'est malheureusement pas remboursée. On est aidé à aucun pourcentage de la part de l'État, de ce côté-ci, que ce soit pour la chimio, la radiothérapie, etc. Ce n'est pas parce qu'on a des hôpitaux publics qui offrent ce genre de choses, mais il n'y a plus de place. Donc on est obligé d'aller vers le privé. La classe, qu'est-ce qu'ils ont dit à ma fille quand elle est allée pour voir si on pouvait avoir une prise en charge? Quand mon mari est cadre supérieur, il n'y aura pas de prise en charge. Mais on prend la prise en charge des médicaments, des frais de médicaments. Il faut savoir que les traitements des cancers, c'est des traitements qui sont lourds et qui coûtent très cher. C'est la nature des produits utilisés, des machines. Un traitement d'un cancer du sein, ça peut dépasser 100 millions de centimes par exemple. Nous nous sommes adressés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour avoir des éléments d'information, mais en vain. Le centre anti-cancer de Sidi Abdallah dispose d'une capacité d'accueil en termes de radiothérapie de plus de 1000 patients par an.
Les responsables du centre souhaitent soulager la pression exercée sur les hôpitaux publics en débloquant les remboursements par les compagnies d'assurance. Et en attendant, on va quand même continuer à poser des questions, n'est-ce pas, professeur Bouzid? En attendant qu'il y ait justement des conventions, peut-être avec la sécurité sociale, qui puissent faciliter les choses, notamment pour les malades atteints de cancer. Alors, comment finalement peut-on évaluer aujourd'hui, avant de revenir sur le contenu peut-être du reportage, comment peut-on évaluer aujourd'hui la prise en charge des cancéreux? On a beaucoup parlé du plan anti-cancer, par exemple, de la logistique. Enfin, d'un point de vue logistique, beaucoup de choses ont été construites, mais concrètement, qu'est-ce que cela a changé finalement au vécu des cancéreux aujourd'hui? Le plan anti-cancer, d'abord, il a eu l'avantage d'exister, coordonné par M. Zitouni. On devait faire un deuxième plan anti-cancer en avril. Tout a été impacté négativement par la pandémie de Covid. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit des centres, qu'on a équipé ces centres, notamment en radiothérapie, et qu'il y a maintenant de la radiothérapie dans, à ma connaissance, 22 centres publics et 7 ou 8 centres privés. Le privé n'est viable pour nos concitoyens que s'il est pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Et ce qui est d'autant plus inexplicable qu'avant la pandémie de Covid, la nomenclatura allait se faire irradier en France dans des cliniques privées. Quand je dis nomenclatura, c'est la même chose que la Aïsaba. Et vous ne me couperez pas l'enregistrement? Non, non. D'accord. Non, parce que je sais de quoi je parle. Non, l'émission passera comme ça. Alors, c'est d'autant plus inacceptable que, je vous répète, la radiothérapie en France se fait dans 70% des cas dans les centres privés. Oui. Ce qui est encore plus inacceptable, c'est que 80% des cas, les médecins qui travaillent dans ce centre privé sont d'origine algérienne. Vous voyez comment le serpent se mord la queue. Donc le secteur privé, je n'en parle pas, c'est la sécurité sociale, ce n'est pas mon problème. Dans le secteur privé, je vous dis, il y a 22 centres, les derniers opérationnels, c'est El Oued, Adrar, Béchar, La Gouate, Tlemcen, Sidi Belabès, Sétif, Annaba, etc. À Adrar, j'ai mon collègue qui m'a appelé il y a 4 ou 5 mois, le problème d'Adrar, comment aller à Adrar en période de pandémie pour un malade qui a un cancer. Par bus, ça prend 2 jours, 2 jours et demi. Quand ils arrivent là-bas, ils sont pris en charge. Ils sont hébergés, il y a un centre d'hébergement au CAC d'Adrar, ils sont traités, ils sont hébergés, nourris, logés, etc. Le problème, c'est le transport, pour le moment, pour Adrar. Encore que ça peut parfaitement se développer. Le transport aérien, j'espère qu'il va se remettre en route. Pour El Oued, c'est la même chose. Et rien n'empêche un malade de Sétif, il y a trop de monde à Sétif, ou il y a Béjaïa ou là, d'aller à Adrar. C'est notre pays, c'est l'Algérie. C'est toute l'Algérie. Et là, je me permets, puis je suis dans une émission du secteur public, de dénoncer le comportement de certains centres anti-cancer. Je ne vais pas donner les noms, mais ils se reconnaîtront. Quelqu'un t'a ماشي من الولاية تاعي راح لهيه. Mélissa est là, c'est très bien de quoi il s'agit. Je ne donne pas les régions parce que dans le climat actuel, ça va prêter à confusion. Le centre anti-cancer, c'est l'Algérie qui l'a construit, il appartient aux Algériens. Il n'appartient pas au chef de service de radiothérapie. D'accord? Quand le chef de service de radiothérapie aura les moyens de se payer un centre, il dit l'appareil تاعو. Il dit Pour le moment, les accélérateurs linéaires, c'est l'Algérie qui les a achetés, qui les a installés et qui les fait marcher. Oui. Donc ils appartiennent à tous les Algériens. Et le malade de Ain Mouchent a le droit de se faire traiter à Annaba. Mais il se fait traiter là où ça l'arrange. Mais comment finalement venir à bout à ces pratiques, professeur? Il faut que la tutelle sévisse, c'est tout. كيفاه ولايه يقول لك انت ما راك من الولايه هذيك ما تجيش عندي روح لهيه وين هو تاع باباك ولا كيفاه je m'excuse de parler comme ça. Mais vraiment, j'en ai par-dessus la tête, parce que tout le monde... faire réagir justement, Mélissa, parce tout le monde finit par arriver à Alger, au centre Pierre et Marie Curie, où on les prend tous. Nakhdom, ga, pour résumer le mot de notre compatriote, qui disait itnhaou ga. Non, pour rebondir sur ça, non, vous les prenez pas tous, toutes, déjà, Hadiloula. Ensuite, elles sont pas toutes prises en charge au CPMC. Certaines attendent jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que leur dossier soit accepté au comité pour passer
chez les médecins Bad Sahel. Justement, oui. Par la suite, j'aimerais aussi préciser un truc. Vous avez parlé de chefs de radiothérapie, etc., etc. Mais est-ce qu'on parle aussi du fait que la plupart des médecins sont inaccessibles sauf via leur secrétaire? Et si la secrétaire refuse qu'on voit le médecin, on ne le verra pas. Mélissa, si tu permets, j'aimerais justement te faire revenir, puisqu'on parle un peu des gens qui s'orientent, et c'est la plupart, c'est la grande majorité des gens qui s'orientent aujourd'hui vers des infrastructures privées. Ça a été aussi ton choix. Malheureusement, oui. Au départ, vous avez essayé justement d'aller au CPMC, au Centre Pierre et Marie Curie. Ça a été très compliqué. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Bon, il faut savoir d'abord que pour enfin déposer mon dossier au Centre Pierre et Marie Curie, etc., il fallait faire des pieds et des mains pour réussir à savoir ce qu'il fallait faire, qui il fallait voir, que la secrétaire daigne nous parler. Que toutes les analyses que vous avez faites sont au privé. Voilà. Étant donné que le scanner ne marchait pas, l'IRM ne marchait pas, ou on nous disait que ça ne marchait pas, j'en ai aucune idée. Mais il était impossible de faire tous les scanners, etc., analyses nécessaires en fait, pour pouvoir passer au comité. Une fois le comité fait, c'était un traumatisme, comme je vous le disais de façon plutôt tout simplement car les médecins de plus en plus perdent leur humanité à un point inimaginable et clairement manque de respect parfois aux patients. Mais bon, j'ai réussi à avoir mon ablation au public difficilement et ce n'était pas, c'était les 5 jours on va dire que c'était un cauchemar réel pour moi pendant 5 jours. Je n'oublierai jamais les 5 jours d'hospitalisation. On parle de douleur, on parle aussi de saleté, des rats, des cafards, j'ai vu des rats en bas. J'ai aussi vu un pigeon rentrer dans ma chambre du couloir alors que ça n'allait pas. On parle aussi de drains enlevés à vif alors que la personne est debout. On parle aussi de fautes parfois où on oublie un bistouri électrique sur la personne qui est endormie et qui finit par avoir une cicatrice non voulue. On parle aussi d'infirmières qui nous parlent qu'ici c'est pas l'hôpital quand on demande qu'ici c'est pas l'hôtel, pardon. Qu'ici c'est pas l'hôtel quand on demande un Doliprane. On parle de plein d'erreurs. On parle aussi du fait que j'ai été piquée au nerf alors que c'était un antidouleur, alors que j'étais supposée être piquée d'un antidouleur, l'Acupan. On me l'a piqué directement en nerf de la jambe. J'ai été paralysée de douleur pendant 1 heure. J'ai pleuré toute seule. Aucun médecin ni infirmier n'est venu me voir. Est-ce que les traitements antidouleurs sont toujours un point noir dans la prise en charge justement des cancéreux, professeur? Oui. Oui, ça je ne vous le cacherai pas. Il y a des centres antidouleurs un peu partout dans le pays, enfin qui fonctionnent de manière très bureaucratique. La législation qui a été révisée en 2013 n'est à ce jour pas appliquée. Pour déjà une raison majeure, c'est que nos compatriotes sont passés maîtres dans l'art de détourner l'utilisation de ces médicaments. Je parle de la morphine, de l'Acupan, du Temgesic, de la buprenorphine, excusez-moi, du sarour. Le sarour, je vous dis ce que c'est la carbamazépine. Le sarour, c'est l'expression de nos compatriotes qui se dopent avec. Donc ils le pilent et ils le respirent par le nez, il ne faut. Donc vous voyez de quelle origine de l'Algérie je suis. Ils ont même inventé le double sarour. D'où tout le débat actuel sur les psychotropes, que connaît très bien le docteur Terkman et les pharmaciens. Donc la douleur n'est pas prise en charge correctement, ça je pèse mes mots, déjà à cause de la mésutilisation, par aussi bien les médecins, les pharmaciens que nos compatriotes, y compris la douleur post-opératoire dont elle a souffert, dont Mélissa a souffert. Et tout ça est à revoir de fond en comble. Il ne s'agit pas de placer un policier ou un gendarme derrière chaque pharmacien, il s'agit de faire de telle sorte que les médicaments qui sont absolument indispensables, là je parle des morphiniques, et je parle des cancers, pas celui de Mélissa, mais d'autres cancers qui sont autrement plus douloureux, qui soient accessibles normalement à nos compatriotes. Il y a des systèmes d'ordonnance sur carnet à souche qui existent. Les lois d'application, c'est ce qu'on m'a expliqué, puisque ça, je le demande depuis 2004. Donc j'en suis à mon 8e ministre. Excusez du peu. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'en suis à mon 23e, donc je connais la musique. Donc c'est vrai qu'en 2013, on a changé la législation. Avant, c'était 7 jours renouvelables. Maintenant, c'est 28 jours. Mais encore faut-il que ce soit applicable et que les pharmaciens d'officine acceptent d'utiliser le morphinique, ce qui refusent pour des raisons de sécurité.
J'aimerais rebondir sur ça. Moi, c'était à l'hôpital qu'on m'a refusé la morphine, par exemple. Oui. Et ensuite, j'aimerais préciser aussi pourquoi le privé. Tout simplement car par la suite, les secrétaires, encore une fois, m'ont dit clairement qu'il n'y avait aucun rendez-vous sur au moins 6 mois pour avoir ma chimiothérapie après. Donc, j'ai pu avoir mon ablation au public, mais pour la chimio, etc., j'étais obligée. Et croyez-moi que c'était pas de... On vous a dit d'attendre combien de temps pour votre rendez-vous de chimiothérapie? On m'a demandé d'attendre 6 mois, sachant qu'il faut respecter un délai entre chaque traitement, de préférence de 6 semaines. Sachant qu'à l'anapathe, ne serait-ce que l'anapathe après mon ablation, je ne l'ai reçu qu'après 6 semaines. Pourquoi les rendez-vous sont aussi éloignés, si vous permettez, professeur Bouzid, pourquoi les rendez-vous sont aussi éloignés? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la demande et les moyens dont vous disposez? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a une explosion de cancer finalement? Non. Il y a beaucoup de... Non, il y a actuellement, et je parle en connaissance de cause, puisque c'est moi qui les ai tous et toutes, puisque la majorité de femmes formées, il y a actuellement 1200 oncologues sur le territoire national. Oui. Je parle de ceux qui n'ont pas vendu la patrie, qui sont à Dubaï, en Arabie Saoudite, en France, sur votre respect. Et donc il n'y a aucune raison qu'une femme qui a un cancer du sein, on lui dise dans le secteur public, tu attends 6 mois. Ça, c'est des fake news, c'est pour désorienter les patients vers le privé, à l'insu de leur plein gré. C'est quasiment impossible, même pour les chirurgiens. J'en parlais il y a 3 jours. On a inauguré à Belouizdad un centre pour la prise en charge. La rumeur, les fake news, le Covid et tout, que les chirurgiens n'opèrent pas le cancer pendant le Covid. Mais trop je suis le bal, un chirurgien digne de ce nom, il ne peut pas vous dire j'opère pas un cancer à cause du Covid. Ça n'existe pas. En plus, le CPMC n'est pas un Covid. Donc, vous nous avez expliqué hors plateau la situation, c'est proprement scandaleux. Donc, la secrétaire dit في السيرفيس اللي نحكم فيه لازم تستناي 6 أشهر ونتكلف بها. هذا ما كان. Mais c'est absolument scandaleux. Parce que même si au CPMC, là où je suis, il y avait du monde, encore que ce n'est pas possible, il y a toujours moyen de mettre une patiente qui a un cancer, qui est à votre âge, dans le bon circuit au bon moment. C'est pour ça que mon opération il y a d'autres services. Il y a Beaufrégier, Beni Messous, il y a Rouiba, il y a Blida, il y a Sidi Riles, il y a Béjaïa, il y a La Gouate. Il y a 77 services qui peuvent vous soigner. Vivant à Alger, professeur, à Alger, il y en a au moins 5. Je parle du public. Hein. Oui. Je ne parle pas du privé. Le choix du privé, c'est un choix qui dépend du patient. Je parle du public. Je vis à Alger. Je suis prioritaire à Alger. Oui. Absolument. Et c'était votre droit. C'était votre droit. Vous avez été, excusez-moi de l'expression, roulé dans la farine. Roulé et eux. Je tiens à l'orthographe. Toutes vos patientes sont roulées dans la farine. On va devoir avancer un peu dans le débat. J'ai dit, votre secrétaire me permette. Laquelle? Mélissa, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours du malade cancéreux. Docteur Turkmen, justement, on a vu dans le reportage un exemple de prise en charge dans le privé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le privé peut être une alternative ou au contraire, peut-être qu'il va, dans les choses étant ce qu'elles sont, va peut-être rendre l'accès aux soins encore plus difficile à une certaine frange de la société? Non, le secteur de la santé, il est public et privé. Dans le public, il est assez réglementé. Dans le privé, malheureusement, il y a un fonctionnement... Assez réglementé, mais peut-être qu'il y a un problème de structuration, un problème d'organisation. Il y a une organisation qui est propre au système de santé publique à l'intérieur des hôpitaux, des établissements publics, de proximité. Pour ce qui est du privé, le privé fait la même médecine qui se fait au niveau de l'hôpital, au niveau de la consultation, des explorations, de la prise en charge chirurgie, chimio, radio, fait la même médecine dans le privé et dans le public. Oui. Seulement dans le privé, pratiquement en l'état actuel, si vous voulez, c'est pas accessible. C'est un problème d'équité, un problème de l'accès aux soins. Si on avait un système qui permet de façon indifférenciée faire un véritable choix en matière de trésorerie, parce que au bout du compte, c'est quand même une histoire de sous. Si on avait le choix, un véritable choix, quand je choisis dans les mêmes conditions financières d'être opéré dans le public ou dans le privé, on n'a pas ce choix. Ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas aller se faire soigner dans le privé. Parce que pratiquement, sur tout le parcours, mais la consultation, mais les explorations, mais la prise en charge thérapeutique proprement dite, à commencer par la chirurgie, dans le privé, tout est payant.
Dans le privé, c'est à but lucratif. Mais vous êtes d'accord quand on dit que c'est pas normal que les gens se retrouvent à faire tout ça? C'est pas que c'est pas normal. Il y a des gens qui s'endettent. Si vous voulez, c'est la prise en charge, si vous voulez, des malades. Je ne parlerai d'abord que des malades au moins assurés sociaux, qui théoriquement, je dirais, auraient dû ou la peuvent ou la pouvaient se faire soigner indifféremment d'un l'un et de l'autre, pour peu que, je dirais, que la CNAS, je dirais, prennent en charge, parce que ce sont des assurés sociaux. Quand on dit assurés sociaux, quand on vous prélève à la fin du mois, vous pouvez le considérer comme étant une avance sur soins. Chaque mois, vous avancez une avance sur soins pour autrui, dans le cadre de la solidarité, absolument. Parce que c'est un terme de solidarité, ou elle a pour soi aussi, quand on est effectivement concerné par le problème de santé. Donc, si vous voulez, moi je ne veux pas trop, si vous voulez, parce que effectivement, ça serait trop facile de dire, effectivement, là, c'est que vous êtes assurés sociaux, théoriquement vous avez un ticket modérateur de 20% à la limite, une prise en charge d'un cancer, surtout de 100 millions par exemple. Si vous déboursez 20 millions, c'est peut-être possible. Si vous devez allonger les 80-90, ça devient problématique pour l'immense majorité des Algériens. Donc le problème du privé, si on pouvait effectivement, ne serait-ce que pour les assurés sociaux, pour les non-assurés, il y aurait d'autres, c'est-à-dire l'État et les collectivités locales, qui pourraient, à travers, je dirais, l'impôt, la solidarité institutionnelle et non pas la solidarité contributive de la Sécu. La Sécu devrait appartenir à ces assurés sociaux. Il y a un dysfonctionnement terrible. On ne veut pas parler de la Sécu, mais pourquoi? Je ne veux pas faire l'avocat de la Sécu, des assurances sociales. Mais elle est victime quelque part de politiques populistes, je dirais, pendant de longues années, qui ont fait que la CNAS ou la CASNOS prennent en charge 4 millions, 5 millions de cotisants, prennent en charge 40 millions d'Algériens. Mais la sécurité sociale, si vous permettez, docteur Turkmen... Donc la Sécu supporte un fardeau au niveau de la dépense qu'elle ne devrait pas supporter, parce qu'il y a des régimes un peu particuliers qui ne cotisent pas dans les mêmes conditions que cotiserait un ouvrier, et qui font que effectivement ça grève très lourdement pratiquement les dépenses de la Sécu. Mais on sait très bien que la sécurité sociale, j'ai envie juste... J'insiste là-dessus, si vous permettez. Je voudrais pas... Je comprends le problème de la Sécu, parce que si elle se mettait demain à rembourser 100 millions. Mais on sait qu'ils ont des conventions, par exemple, aujourd'hui, avec sur d'autres pathologies, par exemple la néphrologie ou sur la cardiologie. Pourquoi pas les considérer, professeur? Je peux vous faire une confidence. J'ai été reçu avec le docteur Moussaoui, qui est le président de l'association, parce qu'il était dans le temps le directeur de la Sécu, qui est passé ministre ensuite. On a posé le problème. Quand on va, on pose toujours le problème des remboursements. Parce qu'à un centre de radiothérapie à Blida, on aimerait que les malades, si on rembourse, on ferme la Sécu dans le mois, dans les 2 mois. Vous pensez vraiment que c'est un problème de financement? C'est un problème de financement. C'est un problème de financement. Quelque part, il y a un problème de financement. Ou un problème peut-être de... Non, quelque part, il y a un problème de financement. Non, je vais vous dire ce que c'est. C'est un problème d'hypocrisie et de volonté politique. L'hypocrisie, la caisse de sécurité sociale algérienne a payé allègrement pendant 40 ans la France dans des centres privés pour faire de la radiothérapie. Et elle a trouvé normal de le faire. Pour les 7000 patients de 94 et les 246 d'il y a 6 mois. Je parle du cancer. Et elle trouve anormal de rembourser les structures privées en Algérie. On appelle ça Hizb França. Mais par contre, parce que Hizb França, il est là. Il n'est pas chez les médecins. Je suis désolé, encore moins chez les patients. Hizb França, c'est ceux qui sont convaincus que quand ils se soignent en France, ils ne meurent pas. Ils sont immortels. Ce qui est le comble pour un musulman. Je ne plaisante pas. C'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation. Donc, il a le docteur Turkmen et le docteur Moussaoui, que je connais, j'ai vu les sous-ministres de la Sécurité sociale bien avant eux. Ils ont trouvé normal, pour ceux qui comprenaient, là je suis méchant, il n'y en a pas beaucoup qui comprenaient, qu'ils continuent à envoyer des gens, un de la cancer, au féminin, ils battent en France, ils donnent la radiothérapie. Et en France, c'est Mohamed Ferrouja qui lui fait la radiothérapie et on paye rubis sur ongle. Si vous voyez des malades algériens atteints de cancer, ça c'est un chiffre qu'on ne vous donnera jamais. Traités en France, et puis maintenant, il y a 6 mois, de vagues résidus de la Issaba, maintenant on va les envoyer en Turquie. On a entendu ça. Parce qu'en Turquie, c'est soi-disant des musulmans.
Il y a 14 corps de nos compatriotes qui sont à Istanbul depuis 4 mois et qu'on ne rapatrie pas. Soi-disant, c'est 60% moins cher. Donc ce chiffre que je demande depuis que je suis médecin, et ça fait 8 ans, on ne l'a jamais eu. Je parle du cancer, je ne parle pas du reste. Quels ont été les résultats en termes de guérison, de décès et tout? Donc vous pensez combien on a payé? C'est un problème de gestion et de gaspillage? Mais bien sûr. C'est ça? Non, c'est de l'hypocrisie. Je le dis clairement. C'est de l'hypocrisie. X, il Marseille, il ou Y, il moute. Question. Alors, et W, maintenant, la mode, c'est la Turquie et la Tunisie. La Tunisie, regardez à l'est de Sétif, ils vont tous en Tunisie. Est-ce que vous avez une suggestion, professeur? Ma suggestion, oui, c'est qu'on mette les cartes sur table. En tout cas, qu'on ne prélève pas nos cotisations à l'insu de notre plein gré pour payer les soins dentaires de la Issaba. Ça, déjà, c'est très clair. Et je vous le dis, je suis à l'aise, je l'ai dit publiquement depuis au moins 10 ans. C'était avant le 22 février et je l'ai répété récemment. Vous avez dit à juste titre, la néphrologie et la cardiologie sont prises en charge, je vous l'avais dit à juste titre. Pourquoi il y a ce complexe vis-à-vis du cancer, en dehors de ma personne? Puisque moi je donne des boutons à une majorité de personnes, alors que mon seul intérêt, c'est pas le choix de la couleur de ma hyundai, c'est l'intérêt de mes patients. Que ce soit pour le traitement, que ce soit pour les thérapeutiques innovantes. On en est arrivé à dire, puisque Question, vous avez parlé de connaître les chiffres à l'étranger, mais vous avez les chiffres ici? Lesquels? Les chiffres au niveau du CPMC par exemple, combien de patientes ont guéri, combien de patientes sont mortes, combien de patientes... Pourquoi elles ne sont pas accessibles où que ce soit? J'ai cherché pendant plus de 6 mois. Sur le site du ministère de la Santé, sur le site de l'ANDS, Agence nationale de document de santé, et sur le site de l'INSP, c'est-à-dire le nombre de malades atteintes. Le nombre de malades atteintes de cancer, je vous prends le cancer du sein. Brièvement, professeur, parce qu'on doit passer à autre chose, allez-y. Le nombre de morts par cancer du sein. Tout y est, il suffit de savoir taper. Rémission, etc. Absolument. Je ne les ai pas trouvés on aussi dit pas faciles rémission, ma fille, on dit guérison. Oh, guérison, moi. Voilà, guérison, ce qui veut dire qu'après avoir eu un cancer du sein, on peut se marier, avoir des enfants, être grand-mère, etc. Oui. C'est important. Elles ne sont pas faciles à... Mélissa, on doit passer à autre chose. On va juste voir la rubrique de l'émission avec le docteur Abbès. Bonsoir. Nous allons parler ce soir sur le thème des thérapies ciblées dans le traitement des cancers. Qu'appelle-t-on les thérapies ciblées? Alors, il s'agit de médicaments qui, comme le nom l'indique, ciblent préférentiellement les cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines. Ce sont des médicaments qui bloquent en réalité certains mécanismes spécifiques de fonctionnement des cellules cancéreuses. Alors, à titre d'exemple, il peut s'agir d'anticorps monoclonaux, comme il peut s'agir d'autres molécules comme les inhibiteurs de la protéine kinase. Alors, quel est le principe d'action des thérapies ciblées? Alors, il s'agit d'un blocage du développement ou de la dissémination des cellules cancéreuses. Nous individualisons à peu près 3 ou 4 grands mécanismes d'action. En l'occurrence, le blocage des récepteurs, de certains récepteurs qui sont exprimés à la surface des cellules cancéreuses, en l'occurrence le récepteur HER2, ou sinon un blocage de ce qu'on appelle la néo-angiogénèse, qui est le développement de nouveaux vaisseaux au sein de la tumeur et qui permet de nourrir la tumeur et donc de la développer. Agir sur ce mécanisme-là permet de réduire et de diminuer le volume de la tumeur, ou sinon c'est un blocage de la division, des phénomènes de division des cellules cancéreuses. Alors, à quel moment fait-on recours aux thérapies ciblées? Alors, il faut savoir que les thérapies ciblées ne remplacent d'aucune manière les traitements qui sont
comment on les appelle, plutôt conventionnelles, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, encore moins la chirurgie. Les thérapies ciblées sont proposées essentiellement chez les patientes, quand on parle du cancer du sein, qui ont un cancer qui est localement infiltrant, sans métastase, ou sinon chez des patientes qui ont un cancer localement infiltrant avec des métastases, ou sinon dans le cas des récidives de cancer après un traitement bien conduit et une période de rémission bien définie. Alors, quel est l'impact de ces thérapies ciblées sur le pronostic de la maladie cancéreuse? Alors, il est nettement meilleur par rapport aux situations où on ne fait pas recours à ce genre de thérapie, notamment chez les patientes qui expriment des récepteurs qui sont positifs lors de l'étude immunohistochimique des prélèvements tumoraux. Alors nous parlons d'une augmentation de survie à 5 ans qui peut aller jusqu'à 50% lors de l'usage de certains traitements comme l'herceptine. Et donc, nous allons agir directement sur la médiane de survie à 5 ans et qui est nettement augmentée, ce qui fait de ces thérapies ciblées un traitement qui est devenu pratiquement incontournable dans la prise en charge du cancer. Et on remercie Dr Mejdel pour la rubrique Focus. Donc on a parlé des thérapies ciblées. Je pense que vous vouliez rebondir, professeur Bouzid. Oui, alors notre collègue, le Dr Abbès, a parlé des thérapies ciblées. J'ai rappelé à titre historique que la première thérapie ciblée, c'est l'hormonothérapie, puisqu'elle cible les récepteurs hormonaux chez les patientes qui ont un cancer du sein, qui ont des récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone positifs. Depuis ça fait 50 ans. Et le tamoxifène, je ne donne pas le nom commercial parce que je ne fréquente pas les laboratoires, en dehors de l'intérêt de mes malades. Depuis, les choses se sont développées. L'autre grand développement date de 1997, c'est l'apparition du trastuzumab, qui est un anti-HER2. HER2, c'est l'un des marqueurs qui est maintenant indispensable. On n'a pas le droit de traiter un cancer du sein si on n'a pas le statut HER2. Wesh, quand on est HER2 positive, le traitement par cette thérapie ciblée, l'anticorps monoclonal, réduit de 50% la mortalité à 5 ans, alors que c'est des patientes qui mourraient, quels que soient les autres facteurs, en moins d'1 an. Donc imaginez le bénéfice. Et c'est des patientes que j'ai traitées qui sont vivantes maintenant. Après cette étape, qui date de 97, donc ça fait déjà un siècle, il y a eu d'autres étapes. Je ne vous donne pas le détail technique. En gros, c'est l'immunothérapie. En gros, c'est les inhibiteurs de CK5, CK7, qui permettent, pour des cancers qui sont métastatiques, ce qui n'est pas le cas de Mélissa, pas d'augmenter la survie, qui permettent d'espérer la guérison avec l'immunothérapie. Alors qu'avant, on ne parlait jamais de guérison dans un cancer. Non, pour un cancer métastatique, comme disent nos patientes, métastase, c'est foutu. Elle parle en arabe dit dialectal. Je vais revenir justement à Mélissa pour parler. Dans la foulée, on a parlé de beaucoup de choses. On a oublié de parler de votre ablation parce que vous avez eu une ablation entre-temps, c'est ça? Oui. Elle a subi. Non, j'insiste parce que mes assistantes me disent, monsieur, elle a bénéficié d'une ablation. Oui. Bénéficié. Non, pas bénéficié. Elle a choisi une ablation. Voilà, elle a subi une ablation. Et c'est à son détriment, c'est elle qui en a subi. Dites-nous un peu comment vous avez vécu. Et c'est le chirurgien aussi qui, dans ces cas, est très mal à l'aise. C'est pour ça qu'elle a eu une étape, on lui a dit la tumorectomie et tout. C'était pour soigner l'ego du chirurgien. Le chirurgien, pour le chirurgien, mastectomie, c'est un échec. Effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû me battre pour avoir mon ablation totale. Tout simplement car je ne voulais pas vivre avec cette ombre, en fait, littéralement, comme on dit en anglais, the shadow of fear. Donc l'ombre de la peur, d'une récidive qui risque de me revenir. Du coup, j'ai préféré, pour moi, ce n'était qu'un sein, ce nanana. C'était pas important. Non, c'est pas que. Ce n'était pas ma féminité. Tout simplement. Ça ne valait pas toute ma féminité. Ça me ne définissait pas en tant que femme. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu un sein. J'ai des cicatrices un peu partout. J'ai perdu des ongles, sachant que je suis quelqu'un qui m'occupe vraiment de moi, etc. J'ai perdu mes sourcils, mes cils. Mais je me trouve toujours aussi ravissante qu'avant. Donc oui, je me suis battue pour en avoir mon ablation. Après votre mort.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement dans votre parcours? Parce que vous êtes très positive, hein, vous êtes porteuse vraiment d'un espoir incroyable, hein, pour une personne qui est atteinte de cancer, qui est toujours sous traitement. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement à un moment donné? En fait, l'annonce de la maladie, les traitements. Ni l'annonce, ni le traitement, mais ça, je dirais plutôt que c'était l'accompagnement ou plutôt la communication des médecins. C'était la seule chose qui m'a vraiment brisée à un certain point. Vous voulez dire le manque de communication, pas la communication. Leur communication est mauvaise. Ils ont une communication qui est très mauvaise, qui est irrespectueuse la plupart du temps. Pas tous, mais la plupart du temps. C'est le cas. Mon cancer ne m'a jamais fait pleurer. En 7 mois, des médecins l'ont fait. Oui. Non, je prends acte. Je prends acte, ce qu'elle dit est tout à fait justifié. Et je demande à mes compatriotes, à mes collègues, d'en prendre acte aussi. De dire, une femme qui a un cancer du sein, c'est à prendre avec des pincettes. C'est tout. Et puis je vous dis, le minimum qu'on puisse avoir, à défaut de la guérir, c'est d'avoir de la compassion, de l'empathie et de ne pas avoir envie de lui enfoncer encore la tête. Oui. C'est vraiment le minimum. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mélissa concernant effectivement le sein, comme l'avait dit le professeur. Ce n'est pas uniquement un organe qui sert à allaiter le moment où c'est nécessaire, mais c'est aussi un des symboles de la féminité. Et ça, c'est très important. Et là, je voudrais rebondir, si elles, effectivement, ne se sont pas atteintes. Moi, je vous dis, par exemple, au niveau d'Al-Badr, on accompagne les malades sur toutes les étapes, même dans le post-traitement. C'est-à-dire au moment où on arrive, où il faut, quelque part, reconstruire un peu ce sein pour essayer de reconstruire. Je pense que Mélissa, c'est juste une parenthèse. C'est un cas, je dirais... n'aurait jamais été de la même... avec cette force, j'ai envie de dire, avec cette force mentale, si elle n'avait pas eu un accompagnement de la part de sa famille, ça c'est très important. Non, vous l'offrez aussi pour certaines patientes. Elle a mis la barre très haut, elle a mis des critères à son niveau qui lui sont propres, parce qu'elle, je pense qu'elle a une personnalité qui sort de l'ordinaire, je dirais pratiquement, par rapport au commun des malades qui ont un cancer. Je veux dire une chose, dans le post-traitement, nous offrons, bon an, mal an, quelques 110 à 120 prothèses mammaires chaque année, depuis 4 ans à peu près. Nous avons au jour d'aujourd'hui une liste de 600 femmes en liste d'attente, alors que nous ne pouvons donner que 100 à 110, 120. C'est pour vous dire que cet aspect de là... que ça aussi, c'est pas remboursé aujourd'hui. Ah, c'est pas remboursé, bien sûr. Et ça coûte autour de 20 000 dinars. Donc nous offrons en moyenne 100, 110, 120 bon an, mal an, depuis 4 ans pratiquement. Non, c'est pour vous dire que ce sein, c'est quand même un des symboles, des attributs pratiquement de la féminité. Et Dieu sait combien les femmes tiennent à leur féminité. Ça, il y a peut-être des exceptions, mais je pense que la règle, c'est ça. Et offrir ne serait-ce qu'une prothèse mammaire externe, à défaut d'une prothèse mammaire interne, en silicone, par reconstruction, par des muscles, des techniques opératoires qui sont différentes. Donc, si vous voulez, c'est très important. Parce que c'est un peu le regard, d'abord, d'elle-même. Je rappelle juste que vous faites une collecte de fonds pour la construction du premier hôpital pédiatrique oncologique. Oui, c'est un projet. Donc, il y a juste les coordonnées qui passent pour la collecte de fonds. Voilà, c'est un peu le projet pratiquement de l'association qui, effectivement, il est assez ambitieux de construire le premier centre d'oncologie pédiatrique pour les enfants, un centre intégré à l'image un peu des CAC pour adultes, chose qui n'existe pas pour l'enfant. Les enfants sont pris en charge dans des services un peu éclatés, si vous voulez, la chirurgie, donc on voudrait faire... Bon, mais ça, c'est un projet qui est actuellement un peu gelé ou un peu bloqué parce qu'il y a des problèmes de bureaucratie qu'on n'arrive pas à débloquer depuis 2 ans. Mais selon mes dernières informations avec notamment les plus hautes autorités, notamment les ministres de la Santé, ils nous ont donné, je dirais, des promesses un peu sûres que les choses allaient... Pour revenir pratiquement au sein, parce que je vous dis une chose, par exemple, à des associations, je vous dis une chose, par exemple, prenez les pays les plus développés. France, Japon, Allemagne, États-Unis, ce que vous voulez. Là où ils ont pratiquement au niveau de l'État, des structures, des ressources humaines, des équipements, le taxi qui vous ramène, il y a quand même des sociétés civiles qui sont très puissantes, très organisées, parce que l'accompagnement, il est essentiel. La prise en charge n'est pas que médicale, elle est également dans l'accompagnement. Et quand je dis l'accompagnement, c'est pas uniquement payer peut-être l'IRM, c'est l'accompagnement psychologique, parce que quand même au niveau des maisons que nous avons un imam, nous avons un psychologue, nous avons des gens qui viennent. Il y a un centre d'esthétique et de remise en forme à l'intérieur des maisons, tellement on est conscient que vous êtes aux petits soins, aux petits soins qui ont certainement un impact sur le résultat final, sur la guérison. À quel point la force mentale est importante dans la guérison, professeur? Elle est fondamentale. Très non important. seulement la force mentale de l'individu qui est atteint,
mais toute la force que peuvent impulser les membres de sa famille. Que ce soit le conjoint, les enfants, les parents, qui sont très importants. Et dans le cas de Mélissa, à l'évidence, on a vu que sa maman a joué un énorme rôle. Le mental est fondamental. Il faut avoir envie de guérir. Parce que la question qu'on nous pose à nous, oncologues, le pronostic, c'est quoi? Je réponds jamais à cette question. Parce que la façon de répondre, c'est de dire c'est 80% à 5 ans, enfin, ce qu'on voit dans les films américains. Pour un malade lambda, individu, c'est soit 0, soit 100. Et pour que ce soit 100, il faut qu'il ait envie que ce soit 100. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas donner un pronostic comme ça au pif. Oui. On va terminer justement avec vous, Mélissa. Vous êtes Instagrammeuse aujourd'hui. Oui. Vous faites de votre maladie votre combat. Et à quel point il est important de secouer la conscience collective? Parce que la maladie, d'une manière générale, en Algérie est honteuse. Le cancer est une maladie honteuse. Vous avez été attaquée sur les réseaux sociaux aussi. J'avais vu à l'occasion d'une vidéo que vous avez postée. Parlez-nous un peu de cette mission d'Instagrammeuse et voilà, de femmes actives sur les réseaux sociaux. Ayant vu tout ce qui se passait et un grand... Enfin, j'aime les réseaux sociaux, je suis jeune et c'est normal, je suis vraiment dans ce monde-là. J'ai senti l'obligation de dénoncer à un certain moment ce qui se passait, étant donné que les gens voient la cancéreuse, oui, la chauve, oui, et qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai voulu vraiment highlighter ça et montrer tout ce qui se passait derrière, histoire que les gens comprennent mieux par quoi on passe. Oui, on est des survivants, oui, on est des combattants, mais pas que. On est des personnes qui ont été vraiment brisées à un certain point par un système qui a plusieurs défauts qui font mal, en grosso modo. Et même une société qui ne comprend pas, une société qui essaie de comprendre tout en rabaissant. C'est ce qui a fait que j'ai tout fait pour ça. Et puis j'ai découvert aussi quelque chose. Il y a des points négatifs, mais il y a des points positifs. Je voulais aussi aider. J'ai réussi à créer un système de parrainage avec des Algériens vivant à l'étranger qui s'occupent à chaque fois d'un patient ou d'une patiente. Donc je les mets en contact avec une patiente et ils la parrainent tout du long pour son traitement. Donc pour envoyer des perruques, les vernis au silicium par exemple, ou tout ce qui est médicaments, MND, etc. Et c'est ce qui m'a fait du bien, c'est de trouver l'aide que moi j'ai trouvée chez ma famille, mais que d'autres la trouvent aussi à travers une famille peut-être virtuelle. À travers des associations aussi. Oui. Voilà, absolument. Et des familles virtuelles. Forcément. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite un bon rétablissement. J'espère que la prochaine fois qu'on vous verra, vous serez guéris complètement. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir. Merci.